Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous allons aborder l'épineuse question de la sécurité ce matin avec notre invité, lieutenant Emmanuel Paul. Alors, qui est-il exactement? Il est gradué à l'École supérieure militaire Eloy Alfaro de Quito, c'est en Équateur. Il a passé 7 ans au corps du génie militaire du ministère de la Défense. Il a fait des études postgraduées à l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, en partenariat avec l'Université Bretagne occidentale. Il a complété un diplôme d'analyste en stratégie internationale, option défense, sécurité et gestion de crise, ainsi qu'un master en administration publique, spécialité sûreté, urgence et sécurité. Mais aujourd'hui, il prête ses services à des organisations humanitaires, à des organisations internationales. Il est avec nous ce matin pour nous aider à comprendre ce qui va se passer en Haïti avec le déploiement annoncé de la force multinationale. Dois-je dire lieutenant Emmanuel Paul ou bien monsieur Paul? Qu'est-ce qui convient mieux? Monsieur Paul, c'est là, mais bon, pour le lieutenant, on garde le dernier poste, le dernier grade militaire à vie, donc je n'ai aucun problème avec. Donc même si je me dis lieutenant, pas de problème, ça va bien un jour. Pas vraiment. Donc, mais j'en dis là, c'est comme si je dis, comme dans l'introduction, moi dit, vous passez 7 ans dans le ministère de la Défense, ça veut dire que vous quittez le ministère, nous pas dans l'armée non plus. Non, et pratiquement depuis 2020, donc je ne suis plus au ministère de la Défense et je travaille pratiquement dans le privé comme on vient de signaler, c'est pour des organisations humanitaires. Donc, on ne s'est pas dit bonjour. Hein? Ah. Monsieur Paul, bonjour. Merci de disponibilité. Bonjour, monsieur Théodore, et bonjour à tous fidèles auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices et de Radio et Télémétropole et spécialement émission Le Point. Première question que je me posée, en tant que spécialiste, côté nous est là, je dis, en termes de sécurité, est-ce que vous prévoyez que nous arrivons là? Est-ce que vous pensez que des matchs cap fait aujourd'hui là pour étrangers à venir nous coup de main, est-ce que c'était nécessaire? Question de volets. Très bien. Bon, est-ce que je te prévois d'en privé là? Bien sûr. Parce que moi, je voulais dire rapidement que la situation nous là, son résultat, c'est que on cumule de choses qui mènent nous là. Et moi, surtout, je me dis que nous pas d'insécurité en Haïti. C'est que l'insécurité, c'est un bagage normal. Ça veut dire l'insécurité est naturelle. Dans tout système et dans tout état, il y a insécurité. Parce qu'on va besoin des gens qui résistent à toute contrainte qui a essayé et contourner. Justement. Par contre, le problème que nous avons en Haïti, c'est un problème d'effondrement de l'État. C'est-à-dire que l'insécurité, ça, qui sont bagages naturels, parce que l'état de nature, tel que des théoriciens comme Thomas Hobbes décrit, c'est que être humain de manière générale est violent. C'est que c'est contrainte qui fait lui rentrer dans les rangs, qui fait que lui comporte très bien. Donc maintenant, une fois que ou non situation côté que l'État est effondré, c'est-à-dire le système de contrainte diminué, donc on va besoin de plus de violence. C'est normal. Donc c'est dans ça nous est là. C'est que nous avons une situation où l'État a perdu monopole de violence légitime. Alors, bon, on doit dire, ça n'a pas insécurité, au moins
criminalité ou bien le banditisme tout simplement? Non. Banditisme, criminalité, ce sont des éléments de l'insécurité. C'est-à-dire, on a besoin dans l'insécurité à des gens qui ont tenté de faire des vols, on a besoin des gens qui veulent faire des règlements de compte et qui veulent faire des crimes. Mais en même temps, on a besoin, et on doit dire, des organisations qui veulent commencer à prendre des dispositions pour bénéficier de systèmes d'insécurité. Et c'est là nous pourrons peut-être aborder des points. C'est que le problème, c'est un problème d'effondrement de l'État. Parce que qui c'est que l'État? L'État, c'est un même théoricien qui définit comme étant une entreprise politique. Et ça fait par exemple, on peut dire qu'il y a certains monopoles qu'il gagne. Le terme monopole là, son terme surtout utilisé en économie. C'est que, par exemple, le monopole de la violence. Donc, il appartient à l'État. Aujourd'hui, qui ça n'a vivre là, c'est que groupe, nous les bandits ou bien gangs, en réalité, ce sont des entrepreneurs qui contestent le monopole de la violence de l'État. Parce que même tout, c'est des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire, ils ont une capacité pour faire violence et contester le monopole de l'État. Donc, la preuve, c'est que ils ont occupé des territoires, et dans le territoire qu'ils ont occupé, ils ont gagné en disposition qu'ils mettaient pour gérer. Mais j'espère seulement que nous pas attendre parce que si attendre, on ne pas dire que tu préfères non ça parce que c'est le plus bel entrepreneur de violence là. Non mais en réalité en opposition et non, c'est même pas, c'est que la définition c'est que terme entrepreneur de violence là, c'est pas moi qui ai inventé. Par exemple, il y a un professeur Bertrand Badi qui parlait par exemple pour tout groupe terroriste qui dans Sahel, groupe et parce que il y a ça les groupes armés non étatiques. Par exemple, et je dis, sur le plan international, il y a des groupes armés qui pas des États, mais qui aussi puissants et même plus puissants que des États. Donc, à citer par exemple le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, c'est des groupes armés non étatiques qui ont une capacité pour, si nous regardons tout ça qui a passé sur le plan international, qui mettaient en difficulté même des États. Oui, mais avec la différence, il y a une motivation qui est capable idéologique ou bien doctrinale ou bien je ne sais pas tout, mais c'est pas la guerre blague bombe sur mon bolakayo bon sans raison, c'est pas la même. En réalité, toujours une motivation dans toute bagaille. Je ne pas penser si monsieur nous gagne là, il n'y a pas de motivation. Il y a une motivation, naturellement nous doit peut-être pas identifier motivation ou bien toute motivation doit paraître pour nous absurde, mais il y a une motivation. La première chose, c'est que ça nous doit comprendre, c'est que il y a ce système que nous avons là comme État. Je voulais retourner sur l'effondrement de l'État. Nous prenons l'indépendance en 1804, nous faisons un siècle avec des malentendus historiques que nous n'avons pas bien et développer la matin, qui va mener nous à un premier effondrement en 1915. Le nous effondré en 1915 qui va bailler l'occupation américaine, c'est une situation pas exactement même genre, mais pour certains mondes, par exemple, les cacos qui venaient du nord, leur arrivée Port-au-Prince, ils ont tellement fait des dégâts. Pour certains mondes Port-au-Prince, caco c'était bandit, c'était presque équivalent de Sanguela, je dis, dans la tête, même si ce n'est pas la même situation. Oui, mais il y a une motivation politique. Non, bien sûr, mais dans la violence qu'ils exerçaient, donc, les gens qui sont victimes de violence, pour lui-même, peu importe de motivation, c'est qu'il doit être victime. C'est ça. Pour lui, motivation, c'est la dernière chose qu'il doit regarder. Donc, c'est peut-être la même chose aussi, je dis là. Donc, maintenant, un monde qui gagne. Oui, mais est-ce que M. Kako était dans violer le monde? Absolument. Non. À peu près même bagaille. Dans la violence, même dans les guerres, par exemple, dans la guerre mondiale, les soldats finissent libérer en zone, ils violent le monde, comme si. Parce que violence, la violence est naturelle. Viol traduit une sorte de supériorité, une sorte de. Il y a plusieurs raisons qui amènent à ça. Il doit avoir des tendances pour assouvir, comme si on des fantasmes, etc. Donc, ça veut dire la violence, est naturelle. C'est que c'est l'éducation, c'est le bagage qui discipline et c'est contraintes sociales qui fait comme si tout le monde rentre dans les rangs, nous comporter mieux que d'autres. Donc, c'est ça lié.
Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de violence là et dans toute situation. Et on n'est pas en train, professeur, de justifier les mauvais agissements de nos bandits ici. Pas du tout, non. De nos entrepreneurs de violence. On ne justifie rien, on ne saurait justifier non plus l'injustifiable. Parce que, mais, en même temps, pour résoudre un problème, il faut qu'on gagne justement, et en plus, et c'est pour le professeur Yves Dorestal qui t'a dit ça, il dit en matière intellectuelle, on ne va pas aborder un sujet, il faut l'aborder sans état d'âme et sans pudeur. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait mal, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez résoudre, il faut qu'on fasse et retrait sous sentiment pour nous regarder quelle est la situation. Et qui ça me voulait dire, et tout, c'est que nous, l'aime dit son résultat, c'est que tant et si longtemps, conditions matérielles ça là, déterminants sociaux ça là, n'a gagné même résultat ça. Si nous pas fait et rien, et là, gagner ça aurait le dilemme stratégique. Comme si le dilemme de sécurité que tout État a fait face. C'est qu'un État, par définition, il existait en opposition à d'autres États. C'est que voisins qui sont côté là, ils sont potentiels adversaires, son potentiel ennemi. Donc, vous supposez à design infrastructure de sécurité pour répondre à toute possibilité ça. Or, dans le temps, l'État c'était pratiquement le seul objet comme c'est le science qui est les relations internationales. C'est que l'État en tant qu'entité. Mais je dis, nous venons gagner, nous sommes parler d'acteurs armés non étatiques, nous sommes capables de parler des groupes multinationaux, nous venons gagner d'autres acteurs qui rentrent dans le panorama et aux relations internationales. Là. Donc ça veut dire, un État, dans la vision stratégique, a préparé la sécurité, en plus que il pour garder voisins qui sont côté de lui, mais en même temps, il faut regarder qui phénomène qui gagne dans le monde, dans la zone côté de la évoluer, qui est capable de gagner répercussions sur lui. Par exemple, là, nous apprenons des décisions, c'est qu'il faut nous dire, nous, mais c'est vrai, ok, nous avons un domaine tout près de nous, donc nous ne pouvons pas développer des relations belliqueuses avec ces domaines pour nous faire la guerre avec. Ok, mais ce n'est pas seulement menace qui gagne, ça veut dire gagner des groupes criminels transnationaux qui eux-mêmes ont cherché justement des États faibles pour intégrer, pour faire de bonnes affaires. Et selon un rapport Agence des Nations Unies contre la criminalité et la drogue sorti en 2009, c'est que chiffre d'affaires criminalité transnationale était 870 milliards de dollars en 2009. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains, tout style de trafic. Mais pour trafic, ça au fait, il y a besoin des territoires, il y a besoin des côtés pour passer, etc. Donc ça veut dire. Donc ces côtés je viens de faire là, aller. Bon, si nous avons un pays qui est libre, qui a 360 km de frontières non protégées, 1770 km de côtes non surveillées, parce que nous n'avons pas défini moyen pour ça, c'est normal que nous ayons un résultat, nous ayons là. Et ils ont utilisé, sans compter les forces d'entropie interne. Parce que société en transformation, il y a 30 ans, nous étions 6 à 7 millions de monde, aujourd'hui, nous 12 millions de monde. Donc, transformation, ça, a accompagné d'une augmentation de l'entropie, qui c'est le niveau de désordre qui a bien dans la société. Donc, si pas une disposition qui prend, c'est que le problème va augmenter et parallèlement, moyen pour nous résoudre le problème va diminuer. Donc, c'est normal pour nous gagner, ça nous gagne la aujourd'hui. Alors, nous devons comprendre ça. Est-ce que Jean-Monsieur nous a commencé à agir et il a agi qu'on est là? Par exemple, colonel Rébu parlait de stratégie d'encerclement. Est-ce que réaction ou action simultanée qu'on a menées, par exemple, là, il y a fait plusieurs attaques simultanées. Est-ce que ça n'a pas fait partie d'un schéma classique tactique et même stratégique qui supposait qu'il des messieurs, des gens qui connaissent ça y a fait? Okay. Si oui, dans quel but? Bon, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, ils se sont montrés
certaines fois très compétent dans ça à faire, malgré les fait nous du tout dans la société, mais dans les gens qui agissent, j'en parlais de colonel Rébuc, tu parlais de stratégie d'encerclement. Donc, ça nous c'est que le premier bail, il a essayé de faire, chercher gagner en continuité territoriale. Ça veut dire pour raccorder toute base à l'autre. C'est-à-dire pour avoir une possibilité de déplacer de un point à l'autre sans qu'il n'y ait pas traversé un territoire qu'il n'y ait pas contrôlé. C'est-à-dire une continuité territoriale. Pour ça, ils ont utilisé la baie de Port-au-Prince qui permet de faire mouvement ça et il y a des autres routes en montagne qui permettent de donc à n'importe quel moment ils arrivent en côté et puis donc on saisit là. Donc ça veut dire ils ont défini des couloirs pour avancer qui baillent une sorte de continuité territoriale. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est que mais en même temps en face pas gagner qui disposition stratégique qu'à prend. C'est que et moi estimer à chaque fois comme si nous minimiser le problème non, en pensant que bon oui ce sont des bandits et il y a une bagaille nous fait tout qui peut-être pas jouer en faveur nous, c'est que on désigne un coupable. Ok, finalement c'est le gouvernement qui est responsable et c'est tel gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, etc. Et que, ou bien c'est les gangs qui travaillent pour tel gouvernement. Donc nous aller dans la simplicité, c'est que nous dit et la facilité. Et la facilité. Une fois qu'on fait ça, c'est que finalement donc n'attend que le gouvernement ça pas là pour le problème n'a résoudre. Alors que le problème est technique. Certes, il y a des ramifications politiques, mais le problème est d'abord technique. C'est que faut regarder. Et en plus, le bon adversaire en face, il faut qu'on analyse le froidement, sans pas démoniser. Même si il y a des agissements qui sont capables de montrer que des agissements démoniaques, si on peut dire comme ça, mais l'on a traité ou traité avec comme un adversaire. C'est-à-dire, OK, voilà. Mais qui ça l'a fait pour ne pas perdre lucidité. Parce que dès pour tomber dans le jugement, dans les bandits, OK, bien sûr. Mais en tant que monde qui a réfléchi, il faut dire OK, mais qui ça m'a en face moi, mais qui ça a gagné comme stratégie, donc comment m'a répondre? Et qui ça fait yo arriver là, etc. Il faut qu'on sonde des problèmes. Et ça fait, moi surtout je voulais parler de ça, la réflexion stratégique. Parce que la réflexion stratégique là, qui s'allie, c'est une juste compréhension du passé et aussi du présent, mais une lecture appropriée du futur. Parce qu'il faut nous dire nous comment nous faire arriver là. Et là, nous finissons dit comment nous faire arriver là, nous répondons à une question ça, pour nous poser une deuxième question. Comment on a sorti? Comment on a sorti là? Et là, nous finissons d'établir qui j'en a sorti là, qu'on a une troisième question pour nous poser. Qui ça n'a fait pour nous pas jamais retourner là? Donc, c'est ça la réflexion stratégique. C'est cette profondeur pour aller du passé vers le futur en tenant compte de chaque étape. Là, autour dit nous que il y a une possibilité pour nous sortir là. Mais en même temps, tout dit nous que, excusez-moi si m'anticiper, autour dit nous que, puis quand c'est blindé, c'est étranger qui viennent là, et que c'est eux qui viennent résoudre le problème pour nous. Est-ce que bien li penser? Est-ce que c'est ça, vous voulez dire? Rapidement, oui, étranger pas résoudre le problème, non, ça c'est clair. Maintenant, pour nous temporiser, pour ne pas dire que bon, pas la peine que Kenya vienne, etc. Non. Moi-même, je crois que lors d'une situation difficile, même dans la vie normale, ou qu'on est dans une situation où on a besoin de coup de main. Mais maintenant, c'est vous-même qui pour sentir le problème ou gagner, ou comprendre le problème, qu'on a l'option demander coup de main pour dire mais qui ça me voulait. Parce que bon, Premier ministre Ariel Henry t'a dit ça nous voulait un coup de main robuste, on va comme ça me semble te dit. Bon, pas faire des commentaires sur déclarations politiques que le Premier ministre a fait, mais moi-même le demander qui ça nous voulait, ça veut dire que bon, un coup de main robuste, il n'est pas détaillé rien. Bien sûr, et normalement, lorsqu'il y a une situation, j'aime dire là, c'est que on rappel historique rapide. En 1994, nous avons un problème institutionnel. L'État peut effondrer totalement parce que c'était un problème institutionnel qui était gagné. Les institutions étaient là, il était juste gagné des difficultés entre eux. L'armée était fait un coup d'État. Donc, mais la présidence, comme si toute institution était campée. Il y a un juge et même le coup d'État à 91 ans, le général Sédas pas de prendre pouvoir à titre personnel, c'était juge que était prend pour être arrêté plus ou moins dans la Constitution. Ça veut dire nous étions dans une situation institutionnelle normale, malgré tout. Il y avait eu environ 22 000 hommes de troupes qui étaient rentrés, des soldats américains, pour venir
fait ça le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, naturellement, ça se comprenait parce que... Et là, ça n'a pas de gain gravité. Non, mais bien sûr, nous sommes dans une situation classique. Classique, c'est que l'armée d'Haïti, en tant que l'armée, parce que normalement, les Américains vont venir, puisque l'armée qui est sous sol là, que il a venu imposer en situation que pas de voler, parce que c'est eux qui fait coup d'État. S'il y a pour retourner président, c'est que maintenant, les Américains ont pris les dispositions pour 6 cas. Maintenant, il y a des négociations qui fait, qui permettent que, bon, il y a une entente qui joignent, et militaires ont cédé et pouvoir là. Mais malgré tout, ils ont venu avec plus de 20 000 hommes. Et malgré 20 000 hommes, alors que là, ça notait à moins de 10 000 hommes pour l'armée. Environ 7 000 hommes. Environ 7 000, donc moins de 10 000. Justement. Donc, quand il y a là, en 1994, malgré tout, ils sont venus, nous envoyer l'armée. Nous n'avons rien fait pour consolider les acquis. C'est-à-dire, nous étions un peu dans le sentiment, dans le sens que bon, l'armée t'a fait nous tort. Donc, nous crasé l'armée, donc nous n'avons pas voulu le temps de parler de comme ça encore du tout. Même la police que nous créons, nous décidé de créer une police civile avec des grades civils pour nous retirer tout ça que rappelait nous l'armée. Parce que nous étions dans, comme Simdado, et dans l'émotion. Dans l'émotion. Mais sans nous parler, nous compte que nous avons des menaces pour nous faire face. Et menaces pour nous faire face avec eux, peu importe qui ont appris les corps de défense et de sécurité, qui ont appris les polices, qui ont appris les gendarmes, qui ont appris le garde national, qui ont appris l'armée, mais il faut qu'ils gagnent moyen pour le faire face à problème ça. Alors, on connaît ceux qui font rappel pour nous, ils disent que c'est 25 000 hommes. Je ne sais pas connaître tout ça, non? Bon, et naturellement, je n'ai pas de chiffre exact là, même qu'on a dépassé 20 000 hommes. Yeah. Donc, il y a des gens qui disent 25, il y a un général qui dit 22, mais c'était un chiffre qui était dépassé 20 000 hommes. Bah, à moins que c'est techniquement, c'est comme ça ne fait pas jamais dire qui quantité de qui vient goumer. Non, généralement, c'est des chiffres connus. C'est bon, c'est quand même 1994, donc il y a 25 000 hommes qui avançaient, je ne vais pas contester, parce que je n'ai pas de chiffre exact, c'est que je connais plus que 20 000 hommes. Oui. Maintenant, et pour nous retourner, c'est que forces américaines se déplacent à des forces onusiennes de la MINUA qui, jusqu'à mi-civi, quittent le pays aux alentours de fin année 99. Et puis, quelques temps après, nous vîmes un problème encore. 4 ans plus tard, en 2004, des forces internationales obligées de retourner. Et malgré tout, nous pouvons arriver dans la situation là. Nous avons gagné 9 000 hommes MINUSTA qui étaient là, avec les Brésiliens qui étaient en majorité, Jordaniens, etc., Chiliens. Et maintenant, là, nous sortis dans ça. MINUSTA fait 13 ans, si je ne m'abuse, je vais aller en 2017. 7 ans plus tard, nous obligés à gagner des forces qui retourner encore. Donc, il y a un problème. Si sous 30 ans, nous avons 3 interventions qui sont obligées faites, et à chaque fois, intervention a fait, le problème n'a pas plus grave. Donc, ça veut dire, le problème n'a posé de l'autre côté. Ou bien, ce n'est pas la solution. Justement. Donc, pour moi, et force Kenya a venu, déjà, je trouvé qu'il y a un petit nombre par rapport à chiffre nous sommes dit avant là. Entre 22 000 et 25 000, qui n'est pas réduit avec les Nations Unies, qui n'est pas le moindre. Justement. Et puis en 2004, nous avons gagné entre 8 000 et 9 000 UNPOL, des policiers et des militaires. Justement. Maintenant qu'on est là, nous aux alentours de 2500 à 3000. Oui. Pour une situation qui est plus grave. Naturellement. Par contre, concept d'opération qui j'ai mené et opération, donc je ne vais pas l'aventurer sur ça. Mais la seule chose, c'est que le regard des situations qui sont là, ils sont situations qui peuvent demander, qui peuvent consommer en pile troupe. Ça nous est là. Oui, pour plusieurs raisons. C'est que je ne sais pas si c'est un hasard, ou bien si c'est une coïncidence, ou bien si c'est un mouvement tactique. Et que si M. Azami a fait, c'est que attaque sous Area Chan Masla, matin, comme tu as parlé de la Cour supérieure des comptes, et attaque sous aéroport là, sont manœuvres qui visaient à fixer des troupes. Parce que
si vous avez des infrastructures stratégiques qui menacent, donc vous êtes obligé de défendre. Et déjà, depuis la mission en premier parlé, c'est que une chose que Kenya a souhaité faire, c'était justement venir prendre position aux alentours des infrastructures stratégiques et libérer la police pour des autres tâches. Donc maintenant, avec cette situation, ça a renforcé. C'est que maintenant, nous devons rester dans l'aéroport parce que l'aéroport est menacé, il faut voler, reprendre, etc. Donc à ce moment, pour nous protéger et l'aéroport et base nous qui est située dans le voisinage de l'aéroport, ça va consommer des centaines d'hommes. C'est-à-dire qu'ils pourraient être stationnés sans compter les rotations. Maintenant, le conseil présidentiel veut travailler au Palais national parce que c'est un conseil présidentiel. Donc, pour travailler au Palais national, l'aire du champ de masse doit être sécurisée. Et pour un grand espace qui a une menace aussi grave sous lui comme ça, il va consommer encore des centaines d'hommes. Donc, ce sont des hommes qui ne seront pas ailleurs. Ça veut dire, si vous êtes à l'aéroport et au champ de masse, vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui est ailleurs. Donc ça veut dire que son stratégie liée de la part des bandits pour prendre des décisions qui fait que... Je ne sais pas si son stratégie, mais c'est le constat que moi fait. C'est que, bon, c'est le constat que nous faisons. Parce qu'ils ont manœuvré sur l'aire du champ de masse, ils ont manœuvré autour de l'aéroport. Donc, ils ont créé une situation de menace qui n'a pas existé. Pendant tout le temps qu'on vit dans le pays, il n'y a pas jamais de menace qui était pesée sur l'aéroport là, malgré toutes les difficultés qu'on gagne. Donc, avec... Est-ce que maintenant, moi, oubliez parler des différentes poches de bandits? Non, on ne pas oublier parler de eux, c'est des données de l'équation. Parce que ça, même nous tous connaissons, là, donc il y a des zones de non-droit ou bien il y aurait les territoires perdus, etc. Mais ça, c'est des données de l'équation. Ça veut dire ça était déjà là déjà. Ce nouveau dans Bagala, c'est l'aire du champ de masse et l'aéroport international. Non, ça c'est en termes de décision que Nègre prend là pour concentrer des troupes en façon pour eux-mêmes peut-être capable... il y a plus marge de manœuvre. Il y a plus marge de manœuvre. Alors, ça m'a dit là, moi-même, m'a parlé de poches de bandits. M'a parlé de... À l'époque, pas de gain Matissan, pas de gain Matissan, oui. Pas de gain Mariani. Jeudi, c'est Gressier, ou pas de gain Gressier. Jeudi, en tout, ou c'est Canard qui battent là avant. Ça, c'est clair. Donc, et jeudi, en tout, c'est la Tibonite. Oui, toutes les routes nationales, pratiquement, sont occupées. Oui. Donc, vous pensez que ça, c'est son cerveau qui a travaillé pour monsieur? Moi-même, en tout cas, je ne connais pas, parce que celle que ça nous a dit, c'est que même si c'est dans le mal, ils ont montré qu'ils ne sont pas stupides. Ça veut dire qu'ils ont une cohérence dans ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes, entre eux, qui gagnent une capacité ça, ou bien si ils ont piloté et pas de l'autre monde, mais ils ont montré nous que c'est vrai, c'est mal fait, mais ils ne sont pas stupides. C'est qu'ils prennent des décisions qui sont cohérentes. C'est-à-dire contrôler les routes nationales et où est gagner en logique. Ils contrôlent les routes nationales et gagnent des points de contrôle. Et les plus établis points de contrôle, ils gagnent des combats violents. Donc, et dans certains points, par exemple sur la Tibonite, et dans la route entre Bassin Bleu et Gros-Monet Bassin Bleu, c'est que tout le temps gagné des kidnappings qu'a fait là, vont leur machine pas à passer. Parce que finalement, chaque machine a passé et ils prennent. Maintenant, il y a des chauffeurs qui sont dans une situation côté que bon, ces deux routes là ils vivent. Donc, on ne va pas prendre route là encore parce qu'il y a kidnappé. Donc, les chauffeurs eux-mêmes, ils ont initié propre initiative parce que l'État est puissant. Donc, ils ont discuté à monsieur. Donc, ils ont discuté et ils ont établi maintenant un péage qui permet de... Ils ont accepté que bandits viennent chef, une contribution. C'est exactement la contestation du monopole de l'État. C'est que maintenant, nous avons une situation de libre concurrence. C'est que si M. Azamio a une capacité dans certaines zones pour contester l'État, il met l'État dehors et il prend contrôle de la situation et il deal avec la population. Et plus ça a continué dans le temps, plus comme si il va venir en normalité pour certains mondes. Parce que finalement,
s'il continue à faire trafic, les gens passent, qu'on n'a pas de kidnapping, ni just pay, etc. Mais c'est... Donc finalement, il fait office. Il remplace l'État. Justement. Et là, donc, lors d'une situation comme ça, l'État perd du monopole là. Donc une fois que l'État perd du monopole, il n'est pas l'État encore. Et moi, m'a tout profité font une petite approche sur émission vendredi, on a gagné 2 jeunes dames qui étaient intervenues et moi comprendre toute émotion parce que quand même nous tout ça à vivre là. Mais en même temps, je ne pas nous dans l'émotion nous parce que comme si il y a des bails contingents graves du genre que pas gain innocent dans zone ça etc. Et que bon finalement ils doivent aussi payer le prix pour mais d'un autre point de vue, nous sommes capables de dire tout. Si nous avons pour nous fâcher, c'est contre l'État pour nous fâcher. Parce que c'est l'État qui a une responsabilité. Je crois aussi que cette parole venait de la bouche d'une personne qui a été traumatisée. Non, mais bien sûr, non. Moi, je ne peux pas accuser le moi, je comprends. Moi, je comprends très bien. Et non, alors ça, c'est l'information vite après. Modèle émotion, ça, il est nécessaire. Il est nécessaire. Naturellement. Comme si l'on a une émotion comme ça, ils transmettent un message pour dire non, on doit faire quelque chose. Mais moi-même, pour lui, dans l'émotion, ça c'est normal. Et c'est même bénéfique pour la société. Qu'au moins, il y a des gens qui sont indignés. Par contre... Mais pas même indignés, qui révoltent. Justement, mais par contre, les décideurs, ils ne sont pas dans l'émotion. Les analystes, ils ne sont pas dans l'émotion. Ils sont obligés dans la froideur. Comme si c'est peut-être dur. Tête frette. Oui, c'est peut-être dur à dire, mais des fois, même si émotion, il faut être dans la froideur pour comprendre la situation et puis pour comprendre qui gens pour aborder. Et c'est ça que je pensais qui manquait un peu, c'est la réflexion stratégique. Ça veut dire, faut nous, mais pour qui ça nous là? Oui, et qui jeune absorti. Justement. Et puis vous nous consolider tout ça nous gagne comme acquis. Exact. On retourne sur point ça après pause là. Et d'ailleurs, l'état important pour dire pour nous, donc pas plus tard qu'hier dimanche, moi, je crois que la police nationale recevoir une dizaine de blindés, ajouter à ça que recevoir déjà et à ça que tu as gagné déjà. Dans l'équation, on ne va pas tellement parler de l'armée qui est sur place aussi et qui probablement, en temps de crise, tu as doué un coup de main tout. Non parler des 2500 ou 3000 hommes de la force étrangère. De la force étrangère. Mais on ne va pas parler de ça déjà dans la police elle-même. On voit ça après le tournée après pause là. Pendant qu'il m'a rappelé que nous sommes très contents et échanger avec vous, lieutenant Paul. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Emmanuel Paul est l'invité de la rubrique Le Point de aujourd'hui. C'est un spécialiste en sécurité, défense. Il est là avec nous pour commenter l'actualité et analyser la situation dans toute sa globalité. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, monsieur Emmanuel Paul. Alors, il y a un auditeur qui dit que qu'aime un peu, et pas du tout de bagaille, parce que bon bouche qu'on a parlé, et puis mauvaise oreille attendez. Ou bien mauvaise bouche à parler, bonnes oreilles attendez, dans les deux cas. Maintenant, nous pas laisser gérer dans l'autre gens, et dans la deuxième partie, pour nous capables de ranger mon yo. Est-ce que ce type de blindé correspond à réalité panneau? Et pour qui ça c'est ça nous gagne, c'est pas des chars d'assaut à proprement parler, tant que des engins à chenilles que nous connaissons, par contre nous bien, pour qui ça c'est ça que nous gagnons et que c'est pas l'autre. Alors que moi ça m'a regardé moi yo impressionnant certes, mais moi yo rappelé quand même ça nous a gagné que nous acheté dans mes Canada. Ah, au Canada, ok.
Bon, et merci pour la question. Je vais rapidement dire que normalement, char d'assaut est surtout utilisé dans des grands espaces, c'est-à-dire sous des fronts, pour simplifier les choses pour les gens qui suivent le conflit et qui gagnent en Ukraine maintenant. Donc, ça veut dire dans les vastes steppes ukrainiennes. Donc, c'est normal qu'on fait la cavalerie blindée à pas avancer parce qu'il y a un espace pour ça. Et puis, nous sommes capables de prendre tout. Et dans la guerre au Moyen-Orient avec Israël et Gaza, l'Israël a rentré dans la bande de Gaza, ils ont rentré justement avec des chars d'assaut parce qu'ils gagnaient plus ou moins des espaces malgré. Même avec Desert Storm et opération Tempête du désert. Tempête du désert, exactement. Yeah. Donc ça veut dire là, on va avancer dans des grands espaces. Or là, nous sommes dans une situation côté que nous avons intervenu en ville. Ça veut dire un char d'assaut, déjà avec contourelle et puis un canon qui est très long ou un angle mort qui ne pas permettre que ou viser dans un petit espace. Et c'est difficile pour manœuvrer. Et donc ça veut dire si vous avez des combattants qui sont compétents, ils sont capables de mettre comme si hors de combat facilement. Ça veut dire qu'ils y aura inutile. Donc, dans une situation de conflit à l'intérieur des villes, donc, il est préférable qu'on gagne des véhicules de combat d'infanterie qui permettent que vous traversez pour mener les soldats sous champ de bataille là et leur arriver pour descendre pour combattre. Mais en même temps, vous gagnez des véhicules de combat d'infanterie qui, en plus de transporter troupes là, ils servent d'appui-feu. Ça veut dire, ils mettent troupes là qui a progressé à terre, mais ils camper à une distance suffisante pour les localiser et poche de résistance que le cas tiré sur directement. Ça veut dire qu'il servent d'appui-feu. Parce que le pas qu'à avancer plus loin. Parce que l'on va rentrer dans le corridor, ben là, il est obligé de camper. Et en plus, nous, bon, ça, c'est pas un poule que nous avons, parce qu'il y a des bails qui nous ont fait déjà, c'est que nous rendons compte que si monsieur, qu'on qui gens pour piéger, comme si dans le village de Dieu, il a creusé des tranchées, une fois que la machine et la blindée a tombé là-dedans, il est difficile pour le remonter. Donc, c'est différent en même temps. Mais ça, c'est l'Europe fait une opération qu'on n'a pas calculée véritablement, parce que là, au moins, on va supposer voir un seul char. Oui, bien entendu, mais en même temps, tout, c'est que le véhicule blindé, hein, c'est qu'il faut gagner un soldat au sol. C'est que, parce que l'angle de tir qui est possible dans le véhicule là, c'est pour un adversaire qui est éloigné. Si on est prêt, donc ou pas gagner et pour deux dans le véhicule là étant pour tirer sous lui. Donc qui vient faire que si ou pas comme tu as dit ça là, gagner des soldats qui au sol qui a progressé avec les véhicules là. Il est capable de servir de bouclier même, c'est-à-dire pendant qu'il a avancé, si on tire et si on des tirs et nourris sur eux, capable de prendre un refuge et des blindages mais il faut qu'il y ait un soldat qui est au sol. Donc ça veut dire véhicules qu'il a, c'est des véhicules qui sont très adaptés. Mais le problème là, et m'a profité de dire, c'est que le problème là plus complexe que ça. Il demande plus que équipement. Il demande des équipements, il demande des hommes, il demande des compétences, mais aussi il demande toute une pensée stratégique. Et nous allons peut-être dans la continuité de l'émission, on a capable de ça. Il demande comme si, parce que ça nous gagne là, c'est une sorte d'insurrection. Mais généralement, insurrection, c'est un groupe de monde qui a lutté contre un gouvernement pour renverser, pour prendre le pouvoir. Alors que selon moi, je ne pas penser que M. monsieur a l'idée de prendre le pouvoir. Mais par contre... Vous entendez un petit peu comme ça qu'a dit? Oui. Vous avez dit qu'il faut monter sur table en tout, il faut discuter. Ça, c'est autre chose. Moi, même il y a un leader politique qui dit que... Ça, c'est autre et chose. même au même conseil, là, on dit le tout. Attends, non, ça, c'est autre chose et peut-être nous allons arriver là. Monter sur table à discuter avec venir prendre pouvoir, c'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. Ça veut dire, c'est que si vous voulez monter sur table là, on doit même dire. Négocier. Justement, c'est peut-être même un bagage légitime pour eux, parce que vous doit vouloir pour traiter comme un acteur. OK, mais même prendre pouvoir, je ne pas penser. Pour la simple et bonne raison que prendre pouvoir veut dire que prendre tout problème pays qu'on a pour résoudre. On ne pas penser comme si. Vous avez une possibilité ça? Non, c'est même pas possibilité. Personne ne va vouloir. Yo même, yo plus facile
ils ont contesté et autorité de l'État, ça permet qu'ils gagnent de l'argent, ils fait des choses. Et il faut nous dire le tout, ça permet qu'ils existent socialement. Parce qu'il y a des gens là comme si le pays a, dans une certaine mesure, pas de rien comme avenir. Je dis, ils sont quelque chose. Donc, même si c'est normal, nous parlons de eux, mais nous parlons de eux chaque jour. Donc ça veut dire socialement, ça permet d'exister. Donc il faut nous garder et problème dans ce sens, ça a tout. Et c'est ça que fait nous, c'est toute une réflexion stratégique. Parce qu'il y a des problèmes qui cumulent, des problèmes historiques, parce que c'est Konrad Adenauer qui dit ça. Il dit l'histoire, c'est la somme des choses qui auraient pu être évitées. Lors compiler des bagages pendant toute l'histoire qui ont un résultat, ou pas qu'à résoudre uniquement avec des armes, des contentieux historiques, des malentendus historiques. Bien sûr, les armes seront nécessaires. C'est ça, est-ce que quand même... Mais il faut qu'il y ait d'autres initiatives. Est-ce que quand même il faut penser aux armes et ces initiatives-là que vous évoquez, qui sont à douiller? Bon, et... Là, nous avons une réflexion stratégique là, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Okay. C'est-à-dire, la première chose, c'est que moi-même, nous allons aller dans l'autre concept que je pensais, que l'élite politique doit faire appel à lui. C'est la patience stratégique. Ce que nous avons dit, et qui c'est vrai, c'est que le peuple haïtien est un peuple résilient. Donc justement, c'est une qualité, mais c'est une qualité que nous avons gaspillée. Parce que la résilience, son capacité qui va résister à des chocs terribles sans qu'on pas fléchi. Mais en même temps, tout, résilience là, il n'y a pas on garantit qu'on pas fléchi. C'est que après ils vont là, on va atteindre limite tout. Limite c'est pas fatigue, on va atteindre la rupture. Donc, nous pas qu'à sans cesse à évoquer la résilience du peuple haïtien sans que nous pas transformer la résilience ça en patience stratégique. Qui ça me relève patience stratégique? Ça veut dire population en bonne possibilité. Le fait que l'est capable d'encaisser, il a une possibilité pour nous planifier sur le temps long. C'est-à-dire pour nous pas dans l'immédiateté, comme si font bagaille là, on saupoudrage, et puis pour nous penser à résoudre un problème qui va ressurgir avec plus force et quelques temps après. Donc le fait que le peuple là, bon, il encaisse ses coups, il fait le mal, mais il était là. Donc cette résilience... Alors ça n'a pas une possibilité de partir? Non, même ça partir, il y a une résilience dans tout. Attention, c'est que si vous regardez la diaspora haïtienne, non, pas qu'à dire qu'il n'y a pas de résilience, non. Au contraire, ils contribuent à la résilience. C'est que leur déplacé, ils continuent à supporter les familles, ils continuent à aider les pays. Non, mais ils sont très impliqués. Nous, juste pour exemple, dans le canal Ouana, nous regardons le volontarisme qui a développé la CAIO. Donc, ils font partie de la résilience. C'est-à-dire, ils ont résisté. Donc, lorsqu'il y a cette résilience, donc, nous supposons transformer la résilience, c'est-à-dire pour nous profiter de lui, pour nous développer la patience stratégique. La patience, parce que si on dit, Ouchita, temps passé ou pas gagné, on planifier. Donc, on laisse ou pas utiliser la patience, on va perdre du temps. Parce que le temps a écoulé, on ne va pas faire rien. Mais si le temps a écoulé, on va encaisser des coups, ou dans une situation d'incertitude, mais il y a quelque chose qui se planifie avec froideur, avec méthode, et que vous dites tout, à l'horizon de 5, de 10 ans, de 15 ans, même si long, même si entre-temps, il y a des gens qui mourent, même si entre-temps, il y a des gens qui ont crasé, mais au bout du compte, nous avons résolu le problème. Donc ça, c'est ça que la patience stratégique que nous transformer, que la population a bonne possibilité. Ça. Parce que résilience que le gagne, moi-même, je dis ça, c'est que le peuple haïtien, c'est peut-être un rare peuple qui gagne à la fois capacité pour encaisser comme ça, sans que l'IA pas projeter violence sur nous. L'IA encaisser, il pas projeter sur nous. Parce que... Ou bien est-ce que ce n'est pas bon manque pour arriver tout? Peut-être, mais ça veut dire tout que la résilience là a assez grande capacité ça. Parce que, je vais dire un bagage. En 1994, Rwanda, dans l'espace 4 mois, près de 2 millions de gens mourent. Avec des armes blanches, c'est-à-dire machettes, couteaux, à peine peut-être si tu as des armes à feu, c'était des tirs revolvers. Près de 1 million de gens mourent dans l'espace 4 mois. Tandis que là, nous avons des moyens industriels pour faire la violence. Même si les avons des modèles fusils d'assaut, modèles armes qui gagnent dans le pays. Là. Si la population en lui-même est violente,
ça veut dire nous avons plus de moyens pour nous faire. Donc ça veut dire nous avons dépassé les millions de monde de Rwanda. Ça veut dire la population sait encaisser sans qu'elle pas projeter violence là. Parce qu'elle t'a qu'à projeter. Bon, pour un exemple avec vous, par exemple, Salvador là par exemple. Très bien. Il y a des gens qui pensaient que, d'ailleurs, on dit tout à l'heure, on aura quand même besoin des armes, mais aux côtés des armes, il faut penser à des mesures. Oui. Bon, par contre, situation Salvador, là, seulement des nouvelles, mais ça qui a passé dans Salvador, c'était vol, viol et autres. Ça me connaît que le président est pour mettre la résoudre le problème, non? Entre autres mesures que je connais que le prend, les faire construire prison. Est-ce que ce n'est pas le même schéma, nous n'avons pas qu'à passer par là non plus pour nous résoudre? Est-ce que situation totalement différente, puisque nous avons parlé de gangs, d'entrepreneurs, de violence, quel que soit le pays, on pense que c'est le même nom? Bon, il dépend de catégorie, hein, parce que justement, dans ça, nous là, c'est que peut-être pas gagner tout détail sur la situation Salvador là, mais situation que nous avons là, des groupes qui prennent en otage la capitale, qui créent des menaces sur le centre du pouvoir au palais national, qui créent des menaces sur l'aéroport international, je pense que nous sommes dans cette situation ça au Salvador. Naturellement, il y a la violence dans les quartiers, etc. Donc, maintenant, ça nous là, c'est que son mélange, c'est ça que fait me dire, son cumul historique qui mène nous là. Ça veut dire, nous gagnons des mélanges de groupes d'opposition, des groupes criminels, des groupes communautaires, des gangs territoriaux, et même par moment, nous gagnons des groupes armés pour le gouvernement. Ça veut dire, donc, son mélange de plusieurs éléments en contexte de violence interne, qui traînait tout j'aime dire, le contentieux historique, etc., qui des fois, parce que ça me voulait nous comprendre tout, c'est que dans le discours de certains hommes armés, il y a des points que vous soulevez, que c'est des points que nous connaissons, mais puisque nous ne pouvons jamais résoudre, qui permettent que vous accentuez sur lui, que c'est la misère qui gagne dans le quartier populaire, etc., etc. Donc, parce qu'il faut nous poser nos questions tout, comment fait jeune toute main d'œuvre ça? Parce que nous avons des bandits à droite, bandits à gauche, mais ils chargent main d'œuvre, c'est-à-dire quelque part gagner un factory qui a créé et comme si qui doit dire qu'il y a des bras qui sont disponibles pour le travail là parce qu'ils ne sont pas attirés ailleurs. Oui, donc justement, ils ne sont pas attirés ailleurs. Donc là, on leur donne la possibilité d'exister, il y a même des salaires, etc. Donc ça veut dire, donc maintenant, pour entrer dans le schéma ça, c'est que faut qu'on comprenne la logique là. Maintenant, pour nous tourner sur les armes, parce que ça me semble qui est clair. L'État, c'est un système de contraintes. L'État n'a pas existé sans la force. Mais l'État tout, il n'a pas existé sans la persuasion. Parce que si l'État n'a pas une capacité pour le convaincre le monde, parce que la force, c'est le dernier recours. C'est que faut que la force soit disponible, c'est ça, même dans le langage géopolitique, on parle de hard power. Ça veut dire, par exemple, on prend... À l'opposé de soft power. Justement, les Américains comme grande puissance, c'est que, oui, ils ont la puissance militaire écrasante qui est capable d'assommer n'importe quel adversaire, mais attention, ils ont aussi le soft power, c'est-à-dire, on aime l'Amérique, on aime sa culture, on aime... donc, il y a l'autre possibilité pour l'attirer, qui vient faire que on balance. Et la meilleure chose, c'est que vous joignez un bon dosage dans la situation où il est là, entre le hard power et le soft power. Que nous pas gagner. Justement, et le soft power que nous pas gagner tout. Que nous pas gagner tout. Yeah. Parce que justement, il faut que la population reprenne confiance dans la société. Il faut reprendre confiance dans l'État. Parce que... Et c'est le challenge le plus important. Absolument. Donc ça veut dire, pendant que nous avons renforcé la capacité de coercition, mais il faut renforcer la capacité de persuasion. Parce que plus on va utiliser la force, ça veut dire plus on faible. Parce qu'en général, une puissance qu'on a gagnée, on n'a pas besoin d'utiliser encore. Donc maintenant, c'est convaincre ou convaincre. Donc, ça veut dire plus on est obligé d'utiliser la force, ça signifie qu'il y a une très grande faiblesse. C'est peut-être une question que l'auditeur est capable de dire que nous ne pouvons pas poser en public.
Même pas laisser quand même Mandouli. Sans état d'âme et sans pudeur. Tout à fait. L'Europe dit nous que avant même que étrangers t'as commencé à arriver en Haïti, nous avons supposé commencer à faire réflexion prendre réflexion alors je parle des décideurs. Tu as dû engager des réflexions stratégiques. Très bien. Et en même temps, nous t'avons pas trop compter sur les étrangers pour venir résoudre le problème pour nous, parce que le gros du problème doit être résolu par nous autres Haïtiens. Absolument. C'est comme ça que nous comprenons. Oui. Première chose, c'est que la réflexion stratégique, l'idée est primordiale. Parce que... Je dis à même. Justement, parce que pour qui ça? C'est stratégie qui est opérationnelle. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une stratégie, et puis il y a des hommes sur le terrain, ça a fait. Qui est objectif? Parce que justement, l'objectif, c'est là où fin définit l'objectif. Voilà mes objectifs. À court, à moyen et à long terme. Donc, fin établir l'objectif. Maintenant, quelle est la stratégie pour atteindre ces objectifs? Donc, on définit la stratégie. Et puis, maintenant, quelles sont les mesures opérationnelles qui j'aimerais implémenter stratégie sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas travail ça que le Conseil national de sécurité qui a annoncé qu'il va l'implanter? Est-ce que ce n'est pas travail les boules d'affaires? Bien entendu. Par contre, moi, je voulais soulever un point, c'est que la réflexion stratégique que nous avons parlé là, premièrement, c'est un travail qui doit incomber toute la société. Là, je dis toute la société, je me dis les forces vives. Pour qui ça? Parce que, en pile fois, nous pensons que un gouvernement monté, pardon, d'une manière ou d'une autre, soit par élection, soit par un consensus, etc. Maintenant, on se croise les bras, on attend le gouvernement au pied du mur pour lui délivrer. Non. Or, dans la situation où nous est là, où on a parlé d'effondrement de l'État, c'est que nous ne pouvons pas remettre nous uniquement. Et même gouvernants et tout, ils doivent retourner à la société pour gagner. Parce que nous avons parlé de restructuration de l'État. C'est-à-dire. Donc là, on peut comprendre que même si l'État s'est effondré, mais au moins la société. Justement, la société est là. Et c'est ça. Pour moi, nous supposons battre pour ne pas perdre. Parce que gagner 3 niveaux, c'est que si l'État est effondré, la nation est effondrée et les liens sociaux sont brisés, donc il n'y a plus rien à faire. Emmanuel Paul, imaginez par exemple que nous avons des auditeurs décideurs ou bien des téléspectateurs décideurs. On nous pense par exemple à quelques catégories, l'armée, la police, qui l'a. On a aussi le gouvernement, nous avons quand même un premier ministre intérimaire, un conseil présidentiel qui l'a tout. Ça va faire aujourd'hui là. C'est-à-dire que supposons que y a tant de nous là. Ça va faire aujourd'hui là. Bon, pour que nous ne pas répéter les erreurs du passé. Bien sûr, je n'ai pas de prétention comme si le conseil dit mais ça pour faire. Je pense que c'est des gens compétents. Ils ont peut-être gagné des plans et déjà. Mais la première chose que je me dit, c'est que pour la police et l'armée, là, nous avons un échelon opérationnel. Donc, nous avons un échelon opérationnel. La police, il est là pour mener une opération, pour y aller à droite, à gauche, et faire des opérations pour essayer de contenir le problème, le cas échéant, résoudre si ça a la capacité. Il en est de même pour l'armée. Tandis que cette réflexion globale, cette réflexion stratégique que nous avons parlé là, il y aller au-delà des institutions opérationnelles. Il y aller dans la réflexion, c'est-à-dire, j'aime te dire au commencement, c'est que, je dis, qui ça t'a capi bon, sont des problèmes que je pense qu'il y a fait. Mais, essayer d'aller le plus que possible pour ne pas arrêter comme tu as dit ça, là, dans la suffisance. C'est-à-dire, bon, OK, et moi qu'on est, etc. Donc, il faut nous aller en petit crasse pilage pour nous comprendre la situation. Parce que là, il y a des aspects sociologiques, anthropologiques, qui demandaient pour nous sonder de manière plus profonde. Et l'autre bagage que je dis tout, c'est que si monsieur et Azamio, au moins, peut-être nous, habitude ça, tendez au les parler.
si ça a un petit gens paraît bizarre, mais il faut entendre. Parce que si vous avez un adversaire en face, ou pas attendre, il a toujours surprendre. Il a toujours surprendre. Il faut attendre. Est-ce que c'est parce que il y a des annonces qu'on fait et puis au passer de la parole aux actes véritablement? Bien sûr. En plus que vous faites des annonces, que vous passez de la parole aux actes, mais en même temps, tout, en général, l'autant dans le monde, ou comprendre plus ou moins le fond de sa pensée, ou capable d'anticiper sur certaines choses. Même là où on a menti, il est important qu'on entende, parce que justement, pour un monde qui menti, si pour un monde qui menti consciemment, son vérité l'a détourné. Ça veut dire, sous prend ça, on entende, ou capable de remonter, même à une partie dans la vérité. Oui, parce que il y a des mots qui ont échappé. Justement. Il y a des gestes qui ont fait. Donc, ça veut dire, comme si, il faut nous prendre problème là dans toute dimension. Et, faut, comme tu as dit ça là, tout, c'est que, pour premier bagage, c'est que, l'autre bagage encore pour nous signaler, c'est que dans la décision pour prendre, il faut nous aller vers une réforme du secteur de la sécurité en Haïti. En général? Bon, oui, parce que, je dis, et nous parler des armes, nous parler des moyens logistiques, mais il faut aussi parler des hommes. Et quand je dis les hommes, c'est que, premièrement, les hommes en quantité, mais aussi les hommes en qualité. Parce qu'il faut nous dire combien, il faut nous design force de sécurité nous, par rapport à problème qu'on fait face. Par exemple, nous, en 2015, avons un livre blanc qui était sorti. Et puis, bon, c'est un travail assez louable que le ministère de la Défense a fait. Et puis, bon, en tout cas, ça fait 9 ans, bah, je n'ai pas parlé de lui encore. Et généralement, les documents, c'est des documents que vous reprenez dépendamment de pays, dépendamment de situation, chaque 3 ans, chaque 5 ans. Ça veut dire qu'il faut actualiser. Il faut nous regarder, mais qui problème nous fait face? Quel type de force que nous avons besoin? Nous sommes un pays qui c'est en portion de 11 îles. Donc, Haïti, pour contre lui, sont presqu'îles, parce que puisque nous séparés avec Saint-Domingue, nous avons 9 départements qui côtiers. Ça, il est capable de nous donner une idée de quel type d'armée que nous avons besoin. C'est-à-dire, qui composante dans la force là qui est plus important. Nous gagnons 360 km de frontières. Donc, qui problème n'a fait face? Il faut nous faire une analyse de risque sous pays. Ça, c'est un bagage que les financiers ont fait très bien. Ça, c'est un bagage que les gens qui sont dans l'organisation ou bien dans l'entreprise ont fait. C'est-à-dire, quels sont les risques, quelles sont les menaces et quels sont nos points de faiblesse. Et lorsqu'on fait analyse de risque, ça. Donc, la permet de dire, eh bien, mais qui ça me besoin comme mesure d'atténuation, mesure pour me résoudre le problème ça. Donc, et ça, c'est pas un document, c'est pas un bagage qui doit être dans les tiroirs, c'est un bagage qui doit être public. En général, les livres blancs de défense de sécurité dans notre pays, ils sont publics. Ça veut dire, tout le monde connaît, voilà, mais qui côté nous allons aller. C'est-à-dire, si nous avons l'armée, quelle sera la doctrine, qui doctrine l'armée, qui taille que nous avons bali, qui composante que nous avons estimé plus important que d'autres. Est-ce que c'est la marine, parce que nous avons 9 départements et côtiers. Donc, est-ce que c'est les forces terrestres, etc. Donc, ou bien tout. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion qui est faite sur ça. Réflexion, ça va dépendre de... Mais là, nous avons passé toute vie nous à réfléchir. Lieutenant, alors qu'il y a des urgences, l'urgence, c'est ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Bien sûr. L'urgence, c'est quoi? C'est que, premier bagage, je pense, faut nous... Pendant la réflexion stratégique là, à fait, et c'est ça que je me dis qu'il faut gagner des objectifs à court, moyen et à long terme, c'est que moi, je pense gagner un signal qui vous baille au niveau des décideurs. C'est-à-dire, je me dis un signal, ça veut dire que, OK, c'est à eux-mêmes qui décident, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent, c'est dans le pied au soulier. Pas qu'à dire, mais ça peut faire, loin de là. Donc, c'est eux par rapport à la situation qui dit, OK, voilà la situation, et voilà qui ça nous a fait immédiatement, qui pour créer en première qui pour créer les premières conditions, et puis qu'on a pour être capable de gagner le temps. Ça c'est objectif à court terme. Justement pour avancer, c'est-à-dire faut que bon bagage qui fait. OK. Bon, et monsieur Paul, c'est un plaisir pour me déguer là. Bon, plaisir à te partager. M'a rappelé mon qui est-ce qui était avec moi là matin.
c'est un lieutenant, gradué lieutenant, spécialiste de génie militaire dans l'école en Équateur, à Quito, qui est l'Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. J'espère que je me dis bien. Mon gars a passé 7 ans après travail dans le ministère de la Défense, surtout dans le corps génie. Vous faites des études post-graduées dans l'Institut des Relations internationales et stratégiques de Paris, en partenariat avec l'Université Bretagne occidentale. Vous complétez un diplôme d'analyste en stratégie internationale, option défense, sécurité et gestion de crise, ainsi qu'un master en administration publique spéciale sûreté, urgence et sécurité. Et je dis, c'est l'organisation internationale humanitaire qui a coup de main dans l'analyse qu'on fait sous question sécurité. Petite question, réponse tout court. Vous parlez pour bailler l'autre coup de main dans l'urgence qu'on a gérée là en Haïti? Bon, et ça dépend. Honnêtement, je n'ai pas une réponse exacte à la question. Ça dépend de qui est l'eau, ça dépend de qui vient de côté. Et ça dépend de qui ça me pour me faire. Ça dépend de ce que je peux faire. Yeah. Merci un peu. Kemela, bonne chance et on continue à parler. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui t'attendent de nous et merci à M. Théodore pour l'opportunité pour nous parler avec les sociétés sous situation épineuse que nous avons traversée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le lieutenant Emmanuel Paul était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.